Mais écoutez, bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier webinaire du CEPIASNA. On est ravi avec Christophe Gauthier de vous accueillir pour cette heure sur les BHRE. Donc, normalement, Catherine Lalande aurait dû se joindre à nous, mais elle attendait un rendez-vous de son directeur général qui lui a donné il y a peu, juste pendant le webinaire. Donc, elle ne pouvait refuser l'offre. Et Caroline Bervas ne sera pas là non plus avec nous parce que elle est en arrêt maladie cette semaine. Donc, on voit les connexions qui arrivent petit à petit. Donc, ce qu'on a prévu avec Christophe, c'est de vous faire une présentation assez succincte de la nouvelle procédure telle qu'on l'a conçue dans l'équipe et en lien aussi avec les équipes d'hygiène des deux autres CHU de gestion des BHRE dans la région. Et puis après, on aura une large plage de discussion avec vous. Donc, vous avez deux options pour nous contacter. Donc, vous verrez quand vous êtes connecté sur votre colonne verticale, vous avez une petite main. Si vous cliquez sur la main, ça veut dire que vous demandez la parole. Et donc, nous, on la gérera et on vous donnera la parole au fur et à mesure dans la partie de discussion parce que vos micros ne sont pas ouverts par défaut parce qu'il y a du monde. Et puis après, vous avez une partie questions aussi chat, ça c'est entre vous, et questions, vous pouvez nous poser des questions. On les relaiera par oral pour en débattre. Voilà, donc écoutez, on a déjà un certain nombre de participants connectés. Pas tout le monde, hein. On attend 25 personnes à peu près, donc on imagine une vingtaine au final. Donc là, on n'est encore pas à l'effectif maximal, mais on va quand même démarrer cette présentation pour se laisser après un temps d'échange entre nous le plus large possible. Voilà. Donc, je vais mettre les éléments du diaporama tel qu'on l'a conçu. Donc, ce diaporama, vous l'avez dans les fichiers joints au webinaire. Vous pouvez le télécharger pendant le webinaire dans la zone fichier. Donc, en fait, comme vous savez, depuis un certain temps, on avait réfléchi à adapter un peu les recommandations en fonction du suivi qu'on a, des données épidémiologiques, du nombre de tests qui sont faits, de leur fréquence et aussi des résultats qu'on trouve. On avait déjà un peu adapté les choses et on a remis tout ça à plat. On a réfléchi ensemble pour aller au cœur des choses. Et notre stratégie, et ça pas mal de collègues de CEPIAS le font en France, est basée sur un peu aussi la qualité de la gestion. Donc vous allez voir, on réfléchit à est-ce que le patient était bien en précaution contact d'emblée, et puis aussi est-ce qu'on peut avoir confiance dans la prévention de la transmission croisée en équipe. Donc aujourd'hui, quand on échange avec vous, puisque c'est un échange avec vous, hein, c'est vous qui devez nous valider ou donner votre vision, on a quelques critères d'orientation que vous connaissez pour certains. Hein. Donc, est-ce que vraiment c'est des précautions contact réelles et mises en œuvre Quel est l'ICHA du service? Des fois, il n'est pas connu, mais des fois, il est connu. Donc, c'est vrai que des ICHA qui sont en dessous de 80%, voire souvent en dessous de 40%, on ne va pas trop faire confiance à la gestion de la transmission croisée. Où on en est de la gestion des excrétas? Est-ce que le cas peut diffuser plus ou moins largement ces BHRE, la continence, est-ce que c'est un patient déambulant, par exemple? Est-ce que c'est déjà un service qui a géré des BHRE sans problème identifié secondaire? Et est-ce qu'on a une organisation du service qui vous paraît adaptée? Donc, on échange autour de ces cas et on tranche avec vous si on peut considérer qu'on on maîtrise la prévention de la diffusion. Bon, en général, souvent, vous avez une opinion assez tranchée. Hein. Vous allez dire un non ou un oui rapide, mais on prend quand même les critères en compte aussi. Donc, la mesure globale, hein, donc c'est soit on est dans la bonne situation, donc c'est-à-dire qu'on a eu des précautions de contact dès l'admission. Donc, voilà, on n'a pas raté, par exemple, le patient qui était de transfert d'un établissement à l'étranger, par exemple, ou d'un cas qui revenait, connu. Donc, on est dans ce cas positif. Donc, on estime que la maîtrise existe. Donc, on est dans la case oui à gauche de votre écran. Si on prévoit une hospitalisation qu'on a dit longue, alors c'est pas complètement absolu, mais on était parti sur 15 jours, et puis peut-être que ça peut être 7 jours en court séjour. On va avoir une stratégie de dépistage prospectif, c'est-à-dire pour voir si les choses continuent à se passer bien. Donc, basé sur des patients traceurs, on reviendra un peu sur la notion, mais on l'a en dessous, hein, ceux qui ont le plus lourd en soins, qui sont proches géographiquement sous antibiothérapie, par exemple, c'est pas toujours les mêmes s'il y a plusieurs semaines de dépistage. Et donc, ça va être, un prélèvement traceur, mettons hebdomadaire, dans traceur d'un ou deux patients, en général on en prend deux,
Dans un service de court séjour, ce sera par exemple tous les 15 jours en SSR. Si ce n'est pas le cas, on s'arrête là, on était plutôt dans des conditions de qualité. Si on est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on estime que la transmission croisée n'est pas maîtrisée, eh bien on va faire un dépistage des patients contacts, ceux qui sont encore présents dans le service, et après, en fonction du résultat, on aura ou pas des cas secondaires. On reviendra à la fin sur le concept de gestion des épisodes à cas secondaires. Donc ça, c'est si on est dans la bonne branche avec des précautions contacts d'emblée. Donc si elle n'était pas mise en place, donc il y a eu un délai qui n'est pas fixé, mais bon, 1 ou plusieurs jours avant que les précautions contacts se mettent en place. Donc on va être toujours dans ces deux branches, mais un peu plus compliquées. Donc soit on a quand même une maîtrise, on fait confiance à la maîtrise par l'équipe de la transmission croisée. Donc on va être sur un prélèvement de screening pour voir la situation. Donc là, on choisit les patients contacts présents et le seul patient qu'on décide de tracer un peu plus, c'est le voisin de lit. Donc même s'il n'est pas là et qu'il a été transféré, il peut y en avoir plusieurs s'ils sont successifs dans un délai court, hein, et on va essayer de le retrouver. Et éventuellement, si on ne peut pas, on va avoir une alerte informatique pour ce patient s'il revient chez vous pour le dépister et le mettre en précaution en attendant. Donc là encore, soit on se retrouve avec des cas secondaires, et ça va être plus négatif, soit on n'en a pas, et donc on va être un peu dans la même stratégie que tout à l'heure, prévision de durée prolongée ou pas, et en fonction, on met des patients traceurs ou on ne fait rien. Là encore, mauvaise situation, donc on ne maîtrise pas la transmission croisée. Donc là, on va avoir une stratégie de dépistage un peu plus renforcée, c'est-à-dire on prend 2 prélèvements par culture et on se limite à un seul pour la PCR. On a tranché en faveur de la meilleure performance des diagnostics rapides de ce type. Et donc, toujours pareil, les hospitalisés et le voisin de lit. Et là, par contre, l'alerte, elle va être un peu plus étendue. C'est-à-dire que tous les contacts identifiés mais non présents qu'on ne peut pas screener rentreront dans le système d'alerte en cas de réadmission. Et là encore, après, on va avoir une stratégie négative ou positive avec la présence de cas secondaires. Donc les cas secondaires, on a fixé le seuil au total de plus supérieur ou égal à 3. Il y a un arbitraire, hein, mais c'est pour mettre en place la stratégie. Donc si on ne dépasse pas ce seuil et qu'on est plus limité, eh bien, on va essayer de sectoriser le ou les patients, s'il y en a deux, dans le secteur, dans un secteur géographique, trouver une équipe dédiée. Enfin plutôt, c'est si on en a, pardon, je suis le côté oui. Donc si on en a beaucoup, c'est la plus mauvaise stratégie. Donc là, on est dans le cohorting. Hein. Donc d'expérience avec vous, moins de 3 patients, on n'a jamais pu cohorter. À partir de 3-4, c'est des fois possible d'obtenir les moyens. C'est quand même assez rare. L'idéal, c'est de le faire. Donc, on a ce cohorting qui est à la fois géographique, mais aussi professionnel, enfin, au moins paramédical, et avec un accompagnement régulier de l'OH pour voir si ça se passe bien, mais ça, vous le faites régulièrement. Et donc, si on n'a pas de cas secondaires en nombre important, on va se limiter à, si on peut dire, un regroupement géographique des patients. Est-ce que vous faites des précautions contact, parfois une marche en avant avec des SAS, donc évidemment un accompagnement. Donc là encore, eh bien, on va faire un dépistage régulier des autres contacts. Donc toujours, on a choisi un seul par PCR et les cultures, on se limite à 2 à 72 heures d'intervalle, donc pas 3. 3, on a eu très exceptionnellement des positifs au bout du 3e. On estime que c'est pas rentable et pas coût efficace dans nos stratégies. Et tout ce qui retarde la rotation des patients est quand même une problématique. Donc, vous voyez qu'aussi, on va chercher le patient qui a été dans la chambre du KBHRE après sa sortie pour voir si via l'environnement, parce qu'il n'y a pas eu des problèmes, ça peut être des patients plus à risque que d'autres, puisque la gestion de l'environnement ou les réservoirs environnementaux, on en a eu dans certains épisodes, que ce soit dans des douches ou des surfaces. Et donc là, on va passer à une alerte des établissements où les patients ont été transférés, et puis évidemment la gestion de l'alerte informatique de tous les cas et les contacts. Donc là, c'est la partie la plus complexe de la gestion. Après, on a aussi été obligé de statuer sur les cas qui ont été transférés, donc les contacts transférés de notre établissement, parce qu'on en a régulièrement, que ce soit de la région ou d'autres régions, on nous dit, ben voilà, monsieur Untel a été envoyé au CH de Libourne, par exemple, et c'est le contact d'un patient au CHU de Toulouse.
qui est BHRE. Donc là, ben, on va réfléchir donc en prenant la source de l'établissement d'amont. Est-ce qu'on est dans un cas isolé ou une épidémie, puisque pour nous c'est pas pareil, ça a diffusé ou pas. Donc si le cas est isolé en amont, donc on estime que la gestion a été plutôt bonne, qu'on peut faire plutôt confiance à la source. Donc là, en gros, si le patient transféré n'est pas le contact et le voisin de chambre, on s'arrête. On estime que le voisin de chambre pourrait être à vrai à risque, les autres non. Si c'est lui, si c'est le voisin de chambre, vous n'avez pas de chance, on va contacter l'OH de l'établissement où il est arrivé, donc au bout. S'il a été transféré ailleurs, bon, allez voir vers l'établissement d'ailleurs. S'il est toujours présent, eh bien encore, on va vérifier que vous avez mis en place une stratégie adaptée, donc soit la nôtre, soit au moins la nôtre, parce qu'il y a certains d'entre vous qui préfèrent des stratégies plus renforcées. Bon, si c'est le cas, on ne fait rien de plus. Et si rien n'avait été fait parce que les infos n'avaient pas été transmises, n'avaient pas transité de façon adaptée, eh bien on va aller sur le dépistage autour. S'il est rentré à domicile, ben là encore on fera rien sauf si c'était le voisin de chambre pour le redépister à l'admission. Donc voilà, après on est de l'autre côté, on est dans une phase un peu moins satisfaisante, c'est-à-dire il y a eu des cas secondaires dans l'établissement source. Donc le voisin de lit, on le piste aussi. Mais si c'est d'autres patients donc, qui sont des contacts potentiels donc, du cas initial dans l'hôpital source, mais vous voyez, on a estimé que si un transfert datait de moins d'un mois, parce que des fois on a des infos avec des patients qui sont partis depuis très longtemps, on essayait de faire quelque chose. Au-delà d'un mois, on vous laisse tranquille parce qu'on estime que la stratégie n'est plus pertinente. Donc voilà, cette stratégie un peu simplifiée, entre guillemets, bon, il faut la digérer évidemment et la revoir, qui correspond à ce qu'on gère. Hein. Et en complément, donc on a des éléments de réflexion sur les informations des contacts et de leur médecin traitant. Donc, si on crée un listing, évidemment, l'information, on la laisse, elle est nécessaire, mais elle est à l'appréciation de l'OH, s'il y a un listing de patients contacts. Quand ils sont tous sortis, eh bien, on va essayer de chercher les plus récemment transférés, au moins d'avoir quelqu'un, si on estime que ça a du sens, pour les informer. Si aucun contact transféré, ben on laisse l'appréciation à l'établissement et on dit qu'il faut au moins informer le voisin de lit parce qu'il a un vrai risque, les autres étant dans un risque un peu plus théorique. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour l'établissement d'amont? Donc, avant, donc ça, c'est pas évident. En général, on va rechercher dans le mois précédent si c'est passé quelque chose, éventuellement il peut y avoir des dépistages. On ne fait pas une procédure de suivi informatique compliquée. Et l'élément qui nous tient à cœur et qu'on a discuté depuis un certain temps, c'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli, puisqu'on estime que même si dans les recos nationales, on est toujours à conseiller de concerner ou de concerner un patient BHRE toute sa vie, nous on estime qu'en termes quand même de perte de chance, de complexité des parcours, c'est pas licite. Donc on est parti sur une base d'un an. Pendant un an, on considère après le diagnostic qu'il est BHRE, donc c'est pas la peine de le dépister. Au bout de cette période, on fait un test et s'il est négatif, le statut est élevé. Il y a des CEPIAS qui sont déjà descendus à 6 mois, il faut savoir. C'est évidemment une approche assez empirique. On a fait toute la bibliographie. On avait pris un délai un peu large, mais ça reste empirique. Et après, les contacts, en général, quand on a une épidémie avec beaucoup de contacts, 6 mois après la dernière identification, on lève globalement le statut des contacts de tout un épisode. Enfin, on vous conseille de le faire parce que ça nous paraît, c'est déjà pas mal à gérer. Donc voilà comment ça se présente. Alors après, vous avez un outil qui a été fait. Bon, tous ces outils ont été conçus avec essentiellement par Caroline Bervas et Elisabeth Souza chez nous. Hop, je vais aller chercher un outil interactif qui sera à votre disposition. Il n'était pas téléchargeable dans. Qu'est-ce que je vais le trouver là? Ça va être un peu complexe. Je vais faire autrement. Il n'était pas téléchargeable parce que s'il a un format un peu particulier, mais c'est un outil interactif qui. C'est un outil interactif tel qu'on le présente. Donc voilà, vous pourrez l'utiliser tel quel. On démarre. Et c'est ce que je vous ai présenté va être fait de façon beaucoup plus directe et sympathique, c'est-à-dire
j'étais en PCC directement, non par exemple. Par contre, je maîtrise la prévention des BHRE dans le service avec les indicateurs que l'on voit, donc c'est-à-dire ICHA, gestion des excréta, etc., etc. Donc, au décours du débat et de l'échange qu'on a entre nous, on se dit est-ce qu'on fait confiance ou pas à ce service pour la maîtrise de la transmission croisée? Donc, si on part sur un oui, cette fois-ci on optimiste, vous allez avoir directement affiché la stratégie qui est proposée dans l'organigramme, donc un prélèvement des patients, contact, etc., l'alerte informatique pour le voisin. On a un prélèvement positif ou pas, allez, on n'a pas de chance, c'est oui. Et en plus, on a plein de cas secondaires, c'est pas cool. Eh bien là, on va être dans la stratégie. Donc, c'est un mode simplifié pour vous et pour nous de gestion et d'échange, puisque finalement, ça, c'est une synthèse qu'on s'est fait autour des recommandations nationales, mais à chaque fois, évidemment, c'est un échange avec vous. Forcément, il y a beaucoup de dimensions qui sont liées à votre connaissance du terrain, à votre appréciation et à la gestion. Et on essaie de trouver autour de ça la stratégie la plus pragmatique. Donc, voilà aujourd'hui ce qu'on vous propose. Donc, comme je vous l'ai dit, on l'a discuté en comité de suivi du CEPIAS, qui intègre un certain nombre de collègues de différents établissements et les collègues des 3 CHU pour essayer d'avancer dans cette direction. Au niveau national, il faut savoir qu'il y a prévu une révision des recommandations du Haut Conseil de la santé publique, mais ça ne va pas être immédiat puisque le Haut Conseil a choisi d'abord de faire une enquête préliminaire. Donc, il a choisi un prestataire de service qui va faire un tour de France des CEPIAS, des institutions, d'un certain nombre de OH pour savoir quels sont les problèmes posés par les BHRE. Bon, a priori, on ne devrait pas faire émerger des choses inconnues, mais le Haut Conseil a souhaité avoir d'abord cette stratégie. Donc, c'est le cabinet Ernst Young qui a été retenu, donc qui va démarrer ça. Et après, sur la base de ces éléments-là, ils vont réfléchir si oui ou non ils modifient les recommandations. C'est Didier Lepelletier donc, qui s'occupe de cette partie au Conseil de la santé publique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas savoir s'il y aura du côté au Conseil de la santé publique une évolution. Donc voilà ce qu'on pouvait dire autour de ces éléments qui restent assez simples. Donc maintenant, écoutez, on va passer à la phase où vous pouvez demander la parole. C'est possible. Vous nous posez des questions. Je regarde s'il y a des questions. Donc j'ai eu 0 question à ce stade de la compétition. Donc Christophe, tu peux réagir si tu veux apporter un commentaire, évidemment. C'est que tout va bien. Non, mais je rajouterais, comme tu l'as dit, que c'est plus une base de discussion, hein, ce logigramme finalement, et c'est vrai qu'on ajuste pas mal les choses aussi avec les contacts qu'on peut avoir avec les établissements en direct, et comme tu le disais, l'appréciation que peut avoir l'équipe localement du respect aussi bien des précautions standards que des précautions complémentaires contacts. Donc souvent le débat se positionne sur ces éléments-là. Alors, si vous voulez demander la parole, vous allez avoir une petite main sur la barre verticale. Il faut appuyer dessus qu'on puisse ouvrir votre micro. Ah ben voilà, Corinne demande la parole. Corinne Caponi. Tu as le micro, Corinne. Alors, je vais donner un petit peu mon pédigré par rapport au BHRE pour positionner mes remarques. J'ai eu droit à la première épidémie de BHRE dans le Limousin à ERV, qui nous venait de la région d'à côté, Auvergne. Ensuite, j'ai eu droit à la deuxième épidémie aussi, qui s'est retrouvée sur Ussel-Bord, puisque c'était le côté est. Puis à la troisième, quatrième, cinquième épidémie qui était en parallèle sur Brive-Tulle-Ussel. Et je sais que depuis, il y a eu aussi une épidémie à Limoges. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être qu'on se pose la question, j'en avais déjà parlé, je crois, avec toi, Pierre, justement, du bien fondé de trop resserrer. Est-ce qu'on veut faire effectivement comme nos amis du nord de l'Europe qui, s'ils récupèrent un Français, disent il est à risque de SARM, je le fous en précaution complémentaire contact, je réfléchis après, je dépiste et je réfléchis après, ou alors effectivement on reste sur ce que tu as dit, c'est-à-dire on n'est pas coup efficace parce qu'on en prend un toutes les lunes. Moi, de toute façon, sur la fameuse épidémie Brive-Tulle-Ussel, si j'avais fait comme tu le dis, je serais passée à côté de l'épidémie de Tulle et même probablement de l'épidémie d'Ussel.
donc avec quelque chose qui serait venu en boomerang un peu plus tard. Sur Brive, comme ça avait démarré tardivement la maîtrise, il y a eu plus de 900 contacts, je crois, de mémoire, et je pense que c'est cette épidémie qui est à l'origine de ce qui s'est passé au CHU, puisque c'est la même souche qui se balade un peu partout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? D'ailleurs, en plus, est-ce qu'il y a encore une légitimité à ce que nous soyons là? Je me pose vraiment ces questions-là. Voilà. Moi, il est certain que je continuerai à faire les 3 dépistages quand j'ai une épidémie BHRE, parce que encore une fois, je me répète, c'est grâce à ça que j'ai pu maîtriser très tôt mon épidémie et donc avoir très peu de cas sur Tulle et sur Ussel. Après, bon, voilà, chacun a son expérience. Bon, nous, on a suivi évidemment ces épidémies, à Brive en particulier, hein. C'est des épidémies où on a eu, quand d'emblée, des cas secondaires au premier dépistage, certains au second. On a dans notre histoire de la base, enfin, telle qu'on l'a, hein, de ICIN, on n'a qu'une fois on a trouvé quelqu'un isolé au troisième dépistage. On n'a jamais eu d'épisode épidémique de grande envergure où notre premier patient, on trouvait personne et le premier, il était au troisième et après, il y a eu des choses. Donc, chaque fois qu'il y a eu des épidémies, dès le premier dépistage, on a eu des positifs et Moi, après, on en a trouvé au deuxième. Ce que je pense, c'est qu'il faudrait faire comme la coproparasito, c'est tous les jours. Ça, c'est mon avis personnel, hein. De biologiste aussi, c'est dans mon pédigré. Parce qu'on sait très bien que les selles, c'est quelque chose qui est de complètement inhomogène. On en avait longuement parlé. La stratégie hebdomadaire, c'est décrit nulle part. Il n'y a aucune assise scientifique pour dire que c'est toutes les semaines qu'il faut le faire. Tous les 3 jours, c'est ce que moi je m'étais dit parce que je ne peux pas réduire ça à un jour, enfin toutes les 24 heures sur 72 heures. Mais très honnêtement, plus je vieillis, plus je vois comment ça se comporte ces bêtes-là, plus je me dis que c'est ça qu'il faudrait faire. Voilà. Mais bon, ça c'est un avis biologiste. La coproparasito, c'est tous les jours, 3 jours. Ouais. Si c'est négatif, on passe à autre chose. Ok, il y avait Stéphanie qui souhaitait parler aussi. Donc, Stéphanie Bordeaux-Quécou. Stéphanie, tu peux parler. Tu m'entends, Stéphanie? Ton micro est ouvert. On ne t'entend pas. Donc, Stéphanie n'a pas de micro. Ça va venir plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent apporter un éclairage, un complément? Appuyez sur votre petite main pour pouvoir échanger. Ce qu'on peut dire aussi sur les 3 prélèvements, j'en profite là le temps que quelqu'un d'autre se connecte, c'est qu'on s'est rendu compte aussi au début que ces prélèvements étaient de mauvaise qualité. Et comme le disait Corinne, c'est vrai que la coproculture apporte peut-être un petit peu plus de sécurité quant à la fiabilité de ces prélèvements et la notion de 3 prélèvements était liée aussi au risque de prélèvements mal réalisés, des écouvillons non teintés qui sont souvent signalés par le laboratoire d'ailleurs. Donc c'était aussi pour ça qu'il y avait la notion de 3 prélèvements. Donc c'est vrai qu'on a préféré s'orienter vers un nombre de prélèvements moindre. Bon, après, on a aussi des tests rapides qui ont quand même des niveaux de performance maintenant extrêmement élevés. Alors, ils sont encore contingentés dans les établissements, hein. Souvent, vous nous dites, le labo nous en a autorisé 40, comment je les utilise? Mais on peut espérer que dans le futur, on aura quand même plus d'accès à un diagnostic microbiologique rapide et fiable. Donc, bon, c'est aussi une avancée possible que l'on espère dans la gestion des BHRE. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans un équilibre que vous connaissez bien au quotidien, c'est-à-dire entre la réalité du terrain, des contraintes économiques, du fonctionnement d'un hôpital qui doit continuer à tourner, qui ne peut pas s'arrêter parce qu'économiquement, c'est pas viable, et nous qui devons optimiser une gestion au milieu de ça avec les ressources qu'on nous alloue. Donc, bon, l'approche telle qu'on la propose, c'est celle qui nous paraît aujourd'hui la plus pragmatique. Peut-être que ça évoluera demain, hein. Après, Corinne disait, les autres pays, bon, il y a des pays pourtant avancés en hygiène comme les Pays-Bas, ils ont lâché totalement sur les Enterococcus faecium résistants aux glycopeptides, hein. Et il n'y a pas beaucoup de pays, enfin il y en a quasiment aucun, qui ont des stratégies aussi renforcées que nous, telles que prévues en théorie par le Haut Conseil, puisque le seul, quand j'avais participé aux recommandations OMS en
17, ouais, c'était 2017, c'était Israël, quoi, mais qui ont des moyens autres. Et lui, dans les secteurs de cohorting, tout le monde y va, même ils ont un secteur différent selon le type de BHRE. Mais bon, dans le monde, il n'y a pas d'équivalent et de pays qui ont mis des moyens économiques pour atteindre cet objectif. Bon, il y a plein de gens qui connaissent bien les BHRE. Alors Mathilde demande la parole, je lui donne. Mathilde, tu peux parler normalement. Tu nous entends, Mathilde? Il faut un micro pour parler ou se connecter au téléphone. Alors, tu voulais peut-être pas la parole. Mathilde, non? Bon. Corinne voulait réagir peut-être? Corinne, tu peux parler? Et c'est par rapport à l'accès justement au diagnostic par PCR en bactériaux, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On va vers une inégalité complète territoriale. La restructuration des laboratoires aussi fout le bordel là au milieu, excusez-moi l'expression, mais j'en ai pas d'autre. Voilà, moi, de toute façon, comme c'est ponctuel et que c'est tout de suite et maintenant, quand on a un problème comme ça, je vais voir le labo, ben, pour le moment, on n'a pas de PCR. Donc, on va passer sur de la culture. On va essayer d'envoyer au laboratoire d'à côté, 30 km plus loin, qui lui a la PCR, mais pour combien de temps encore? Parce que voilà, ben, on marche complètement sur la tête. Encore une fois, est-ce qu'au niveau national, on veut vraiment une maîtrise de ces bactéries? Si oui, il faut qu'on ait les moyens, mais ça, c'est si oui, il faut qu'on ait les moyens de faire la santé dans de bonnes conditions. Moi, je ne sais pas où les politiques veulent nous mener par rapport à toutes ces choses-là. Quand je dis les politiques, c'est tout bord confondu, hein, parce que c'est tout bord confondu qu'on nous a amenés dans le trou noir où on est actuellement. Hein. Voilà. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Moi, l'inégalité territoriale d'accès aux soins et d'accès au diagnostic de bactériologie, parce que ça va être crucial dans les années à venir, ça me préoccupe. Si on fait changer des BHRE, mais on est dans la même dynamique, si on fait son choc septique à Bordeaux, on aura droit à ça, ou à Limoges, on aura droit à ça. Si on fait son choc septique à Tulle ou à Ussel, ou à Brive d'ailleurs, je vois pas comment on va pouvoir accéder au Malditoff et autres techniques qui peuvent permettre d'aller vite. Bon, c'est comme ça, hein. Je serai à la retraite, j'habiterai à Bordeaux, je serai tranquille. Non, non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, au congrès 2019 SF2H, on aura la session SFM, ça sera justement sur l'usage de tous ces tests rapides diagnostiques BHRE ou au-delà de la BHRE, hein, diagnostic patient et où on en est et qu'est-ce qu'on peut en faire. Comme tu dis, il y a des vrais soucis ou des questions autour de ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la main, qui veulent poser une question? On peut les poser par écrit hein, aussi dans les questions si vous n'avez pas de micro ou qui veulent apporter un témoignage sur leur expérience, sur la proposition, sur ce que vous voulez. Hein, c'est l'occasion de le faire. Vous avez la parole possible. Non? Vous êtes consterné par la BHRE? Je peux préciser entre-temps qu'on réabordera ce sujet lors de notre réunion de réseau du 29 novembre, où on représentera cette conduite à tenir et puis on aura des retours d'expérience sur la prise en charge des BHRE et notamment en rapport avec l'épidémie qui existe actuellement en Dordogne. Alors, je vois que Stéphanie qui n'arrive pas à ouvrir son micro se questionner sur les patients traceurs. On l'a évoqué, le patient traceur, hein, comme on l'évoquait. Donc, c'est avec les patients traceurs, on avait mis des éléments sur la charge en soins, sur un certain nombre de paramètres. Alors, je ne sais plus si on va le retrouver au début, voilà, tel qu'on l'avait proposé. Le patient traceur, c'était donc les plus lourds, les proches géographiquement, soit sous antibiothérapie. Bon, on en choisit, alors ça dépend, hein, au moins 2, nous on suggère souvent dans le service, certains n'en prennent qu'un. C'est vrai qu'on va avoir des patients qui restent très longtemps. Nous, on pense que c'est une approche qui est assez intéressante. On n'a pas eu l'impression qu'elle a été mise en défaut dans les unités de soins à ce jour, hein, quand les gens les gèrent régulièrement. Et donc après, quand on est dans des hospitalisations très longues, au départ c'est toutes les semaines, puis si on n'a rien tous les 15 jours et on espace, puisque on a des patients en psychiatrie qui vont rester ad vitam aeternam parfois. Donc il faut adapter les stratégies, mais je ne sais pas si tu avais d'autres points de vue, mais les patients traceurs, c'est un peu ça l'idée. Et en général, les équipes arrivent à les identifier assez bien.
D'être précisé aussi que quand on fait un dépistage des contacts d'un service, qu'on va s'attacher aux contacts qui sont d'abord encore présents, avant d'alerter peut-être les structures d'aval pour les contacts qui sont déjà partis, pour diligenter un dépistage au niveau de ces services-là. Si on se rend compte que les contacts encore présents sont négatifs, généralement on ne va pas embêter l'établissement d'aval. Alors Mathilde nous pose une question qui met à l'épreuve notre savoir-faire. Donc on va reprendre la procédure pour voir si elle marche bien. Donc hop. Tac. Donc on y va. C'est un patient donc BHRE qui est découvert en milieu d'hospitalisation, donc il n'a pas été d'emblée. Donc, alors je ne sais pas si dans le service on maîtrise la prévention, c'est un cas isolé, mettons qu'on maîtrise la prévention, Mathilde. On est là, donc voilà, la stratégie, c'est donc de faire un prélèvement culture ou PCR des patients encore hospitalisés. Nous, on s'arrête là. Alors toi, tu évoquais OXA 48. C'est évident que toutes les BHRE sont peut-être pas les mêmes. OXA 48 a une carbapénémase, mais c'est vrai que l'oxa 48 hydrolyse très peu les céphalosporines, donc on n'est pas, s'il n'y a pas de BLSE associé, on n'est pas dans le cas où on a des problématiques de traitement. Des fois même on les identifie pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on n'en est pas à un stade où on différencie par type de BHRE, la NDM1 qui nous serait peut-être plus de problèmes cliniques que les autres. Donc là, ben voilà, dans ce logigramme qu'on vous propose, vous pourrez vous trouver dans la situation où là on répondrait à ta question, oui, un seul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Stéphanie nous demande si on a abordé le problème des patients porteurs de BHRE qui restent des mois dans nos services, car plus personne n'en veut, les mutuelles ne veulent pas payer les chambres, donc c'est des problèmes pour vous. Alors, non, on l'a pas évoqué particulièrement. C'est vrai que le problème financier existe, qu'on n'a pas de solution. Enfin, il y a deux aspects. Il y a le fait du refus de soins, parce que les gens, globalement, ils veulent pas le patient. Puis après, le plus spécifique de ce qui pourrait être un reste à charge ennuyeux. On n'a pas ça. L'expérience qu'on a vue, elle était venue dans une de nos journées. C'est Paris qui a démarré ça en SSR, puisque la RS Île-de-France a mis en place un système de compensation pour les SSR des coûts BHRE. Donc aujourd'hui, on n'a pas vu exactement la dotation financière qui est en regard. Ils sont au stade de l'évaluation. Donc on verra si ça marche et s'il y a des pistes à développer chez nous, à essayer de proposer à notre ARS dans ce domaine-là. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de retours de votre part. Ça peut être intéressant de la fréquence, de l'impact, puisque plus on peut colliger réellement des cas concrets, plus on peut revenir vers l'ARS. Hein. Notre ARS est assez sensibilisé pour faire quelque chose dans le domaine du médico-social actuellement. Donc peut-être qu'il y a un débat, un échange sur les problèmes BHRE et qu'est-ce que ça pourrait poser si c'est de l'EHPAD. Si c'est du SSR, c'est encore autre chose. Au niveau national, ce problème n'a pas été abordé, mais on pourra le reprendre en compte, c'est-à-dire ce reste à charge qui n'est plus normal au patient, qui doit être à l'établissement, est un coût complémentaire. Alors c'est vrai que le ministère augmente un peu les tarifs, enfin, ou les modifie en fonction de certains cas de figure. Et bien pour certaines BHRE, on peut récupérer un petit peu, mais c'est jamais la totalité des coûts, évidemment. Donc, voilà, hein, c'est. Corinne voulait peut-être réagir encore. Je ne sais pas si j'avais annulé la main ou pas. Corinne, tu voulais dire quelque Oui, chose? deux choses. Une question et puis une remarque. Une question, c'est les critères pour définir qu'un service maîtrise la transmission croisée. Est-ce que c'est uniquement le taux d'utilisation des solutions hydroalcooliques? Est-ce que c'est la maîtrise des précautions complémentaires contact? Et à ce moment-là, quel est l'outil qui permet de le vérifier en permanence? Parce qu'on va quand même pas faire des audits de précautions contact dans les services tous les 4 matins. Parce que de toute façon, si on essaie de cibler ces deux choses-là, moi, sur les précautions complémentaires contact, on essayait de regarder l'utilisation des tabliers plastiques à usage unique. Si on poule ces deux critères, on n'a pas beaucoup de services qui maîtrisent. Ça, c'est ma première question.
Ma remarque après, c'est par rapport au transfert de patients. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le positionnement des services d'hygiène, parce que malheureusement, mes plus gros échecs, c'est entre deux établissements qui étaient sous ma responsabilité d'hygiéniste. Voilà. Avec notamment l'histoire d'une dame qui était dans le plus gros hôpital sur les deux, qui était là en fin de vie, en SSR, et que j'ai eu toutes les peines du monde à faire réintégrer son hôpital d'origine, avec un époux qui ne pouvait pas faire les 45 km pour venir la voir. Et elle est revenue dans son établissement d'origine, je crois que c'est la veille ou l'avant-veille de son décès. Donc pour moi, ça reste une plaie ouverte, dans la mesure où pour moi, c'était de la maltraitance. Si je le dis comme ça, tout le monde va lever les yeux au ciel. Et donc là, c'est effectivement quel est le pouvoir d'un hygiéniste. Encore une fois, j'étais à l'origine du départ du patient d'un établissement et à la réception, et j'ai eu le même discours à l'origine et à la réception, c'est-à-dire on vous accompagne, on accompagne l'arrivée de la patiente, c'est une patiente qui va finir ses jours en SSR, on va décliner les précautions complémentaires autour de son cas avec vous par rapport aux soins de nursing, par rapport à un tas de choses, pour faire en sorte qu'elle puisse vivre sa fin de vie auprès de sa famille. Voilà. Encore une fois, mes plus gros échecs, c'est ça. Oui, alors par rapport à ça, c'est vrai que sur ce dernier point, on a de temps en temps des situations. Elles sont rarement insolubles. La tienne avait été particulièrement complexe, mais c'est vrai que bon, des fois on voit avec l'ARS, on voit avec la structure, souvent à force d'échanges et de dialogue aussi avec les services sources, on arrive à résoudre le problème. Mais c'est vrai que à chaque fois c'est une négociation et qui peut ou pas être fructueuse. On a toujours attention. Moi, j'avais écrit en son temps, en tant que président de la SF2H, au directeur général de la santé pour attirer son attention sur les pertes de chance et ce type de problème. Je n'ai jamais reçu de réponse à mon courrier à ce jour. Mais on essaie de le gérer au cas par cas. Je sais pas ta vision, Christophe, de ça. Oui, c'est ça, c'est du cas par cas. Malheureusement, parfois, on laisse traîner les cas pour en arriver à une prise en charge à domicile ou HAD qui constitue une solution. Mais non, mais comme ça a été dit tout à l'heure, aussi bien par Corinne que par Stéphanie, on a encore cette difficulté de prise en charge secondaire des Bah, patients. Stéphanie, C'est du cas par Stéphanie cas. le remet par message que CSSR refuse toujours de prendre en charge d'emblée et qu'il faut toujours une négociation. Elle fait appel à toi, Christophe, ou à d'autres, et que c'est l'objet toujours d'une négociation et qu'il y a quand même une peur avec un élément irrationnel qu'on essaie de lever, mais c'est vrai qu'on a du mal Donc, sur les BHRE. Hein, avec, puis des freins qui sont parfois médicaux, paramédicaux, ou des freins institutionnels de direction. Hein, enfin, je me rappelle, Stéphanie nous avait parlé d'un cas où enfin, le médecin référent de l'établissement était tout à fait prêt à accueillir le patient BHRE parce que lui, avec des compétences d'infectiologue, puis une habitude de prise en charge de ce profil de patient, mais c'est la direction qui mettait son veto, ou en tout cas qui mettait les freins pour accueillir le patient. Donc, c'est à la fois managérial et à la fois ou médical ou paramédical parfois. Alors, on avait d'autres. Il y avait une autre question de Corinne, je crois que c'était sur l'appréciation de Oui, vas-y, l'application Christophe. des précautions standards et complémentaires. Je pense qu'il faut aussi peut-être promouvoir un outil qui est l'indicateur précaution standard aussi qu'on a travaillé, enfin que les Guadeloupéens avaient travaillé, qui est un moyen aussi d'apprécier, pas au quotidien, mais périodiquement, la mise en place des précautions standards. Et je pense que c'est un outil qui est peut-être pas assez promu et qui est intéressant à utiliser. Quant aux précautions complémentaires, est-ce que le tablier est un signe de l'application de ces précautions? Je suis pas certain, parce que déjà dans les précautions standards, il devrait être largement utilisé. Mais bon, c'est vrai que c'est complexe, c'est à la fois la mise en place des mesures, mais c'est aussi la vision que l'on a d'un service de la fréquence d'épidémie, par exemple. Ça aussi, ça peut être un facteur d'appréciation des précautions standards et précautions complémentaires. C'est l'antériorité de gestion de cas isolés ou de plusieurs cas de BMR ou de BHR qui peuvent donner une indication sur la prévention dans ces secteurs. C'est pas seulement la vision dans le cadre d'une évaluation ou d'un audit de l'application des précautions, c'est aussi l'antériorité qu'on a de voir quel est le fonctionnement d'un service et la diffusion dans ce service-là. Donc c'est assez subjectif aussi parfois, il faut bien le dire. Hein.
Stéphanie nous dit que souvent ça se finit à domicile. Alors c'est vrai qu'on avait essayé de développer la filière HAD, on avait fait des liens avec les HAD il y a plusieurs années parce qu'on se disait que c'était intéressant de pouvoir faire sortir les patients. Finalement, ça n'a jamais eu un succès aussi franc que ça. On a toujours des raisons de dire que le patient ne relève pas de la filière HAD ou autre. Ça n'a pas bien marché cette idée de faire de l'HAD en fait comme moteur. Alors Hélène nous disait aussi que les freins étaient financiers, on parlait de la chambre seule parce que c'était le patient qui devait payer, mais c'est vrai qu'en théorie, ça devrait être l'institution qui oblige le patient. On ne devrait pas facturer le patient. Le reste à charge devrait être pour l'institution. Alors après, on avait plusieurs remarques. Notre collègue Elodie Biancé qui partageait la vision de Corinne sur les prélèvements toutes les 24 heures et puis qui posait une question que j'ai effacée mais que j'ai encore en mémoire sur l'idée d'arrêter l'exigence d'arrêter les transferts, les admissions plutôt dans un service. Alors c'est vrai que nous, c'est quelque chose que on limite vraiment. C'est vrai que si on est dans la période épidémique initiale, c'est mieux d'arrêter, on a des dépistages avec une étendue, c'est mieux d'arrêter dans le service. En général, dans le service, on va arrêter parce qu'on va devoir se réorganiser et donc forcément, on ne peut plus admettre. Après, c'est vrai que sur tous les cas isolés, on essaie de gérer différemment parce que qui dit ne pas admettre des patients, ça veut dire que ces patients-là, il faut qu'ils aillent ailleurs, quoi. Donc on le voit dans nos structures, les capacités d'aller ailleurs. Alors soit c'est un secteur qui n'a pas d'ailleurs, une réanimation ou d'autres choses, où là c'est pas possible. Mais même quand on a un certain nombre de maladies infectieuses, de médecine interne, c'est pas très simple de reconvertir ou d'admettre les patients. Et c'est souvent très difficile et c'est souvent un frein. Alors en période vraiment épidémique, c'est nécessaire pour se réorganiser, mais ça veut dire qu'il faut trouver la réorganisation. Souvent, la RS aussi doit être au courant pour savoir qu'il va y avoir une perte d'offre de soins à un moment et qu'il faut la retranscrire ou la transférer sur une autre. Mais c'est vrai qu'on c'est en général des situations assez limitées selon nous. Je ne sais pas quelle est ta vision, Christophe. C'est quasiment uniquement dans le cas des cohorting. Et quand on reprend le logigramme de tout à l'heure, quand on a plus de 3 cas qui se positivent, c'est uniquement dans ce cas-là, effectivement, qu'on imagine limiter les admissions, et comme tu le disais, dans un contexte évolutif et de diffusion primaire. Sinon, c'est pas raisonnable, pas réalisable. Alors, bon, ça c'est un CHU, j'ai pas l'identifiant, mais on nous dit que ce problème nécessaire est des chambres seules. La RS dit qu'il faut faire remonter les signaux, mais rien ne redescend après, donc c'est pas, ça doit être, c'est peut-être Hélène qui nous disait ça. Stéphanie nous dit aussi que demander l'aide de l'ARS, ça devient nécessaire quand on n'arrive pas à faire admettre les patients, mais c'est pas toujours associé à un succès. Donc ce qui reste, oui, on l'a évoqué. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un voulait reprendre la parole? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore s'exprimer, poser une question? C'est possible. Donc là, vous avez téléchargeable la stratégie telle qu'on va la proposer. On va diffuser largement le dossier semi-automatisé et enfin le logigramme interactif. Et puis après, bien évidemment, au cas par cas, avec chacun, on échange sur les stratégies, votre vision, la nôtre, et puis la mise en œuvre de ce qui est faisable ou pas faisable. Ah, Corinne voulait s'exprimer, donc oui, tu peux y aller, Corinne. Oui, par rapport aux sorties des patients, moi ce que j'ai remarqué, c'est que pendant les épidémies de BHRE, dès qu'on peut les renvoyer au domicile, c'est fou ce que les DMS sont raccourcis. Ça, c'est une réalité aussi, hein. Voilà. Le retour en EHPAD est plus compliqué, mais bon, si on fait un banc d'accompagnement, moi c'est ce que j'avais fait avec Olivier Beau sur la Haute-Corrèze il y a quelques années de ça. Je téléphonais à l'Arlin d'Auvergne pour faire en sorte que l'EHPAD ait un accompagnement direct par l'Arlin de l'époque, et ça m'avait facilité les choses. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'avais plus de facilité à faire sortir les patients
D'ailleurs, cet hôpital-là était bien content que je fasse sortir les patients vers les EHPAD et que je mette de l'huile dans les rouages. Mais à l'inverse, quand il avait fallu en récupérer un, il était moins vaillant sur la question. Donc, moi, c'est ces choses-là aussi qui m'énervent un petit peu dans ce système. Hein. Donc, encore une fois, quand est-ce qu'on aura une voix qui sera écoutée de la part des directeurs d'établissements de santé? C'est juste ça. Quand ça va dans leur sens, ils sont contents. Quand ça va pas dans leur sens, ils nous bloquent. Donc la géométrie variable, moi, ça m'énerve un petit peu là actuellement. Oui, alors après, les directions, ils sont pris entre deux feux, hein, parce que ils sont pas forcément opposés à gérer les choses, mais on leur demande d'équilibrer les comptes, de comprimer les choses, et forcément, il y a des choses qui sont antinomiques avec les objectifs qu'on leur fixe. Donc, c'est aussi ce que tu évoquais sur l'injection paradoxale nationale dans ce système-là. C'est-à-dire que si on applique les règles, évidemment, on sera plus efficient, mais on va générer des coûts et des complexités qui parfois posent souci. Après, ce problème d'accepter les admissions d'aval reste une difficulté. Pour les EHPAD, on avait pourtant, il y a eu la circulaire avec Anne-Marie Tarat de la DGCS, on a travaillé le contenu pour expliquer qu'il n'y avait pas de gravité, que ce n'était pas un souci, mais on voit que ça reste difficile à faire passer et que pour les gens, c'est toujours une problématique. Quand on discute avec les EHPAD, ils pensent toujours qu'il faut prendre des mesures spécifiques. Enfin, les messages ont du mal à passer, c'est une évidence. D'autres remarques, questions, commentaires? Vous pouvez encore parler. Tentez d'ouvrir un micro quelque part, un téléphone, ça existe, c'est facile, vous avez un numéro direct. Non, on a fait le tour de ce qu'on pouvait espérer des BHRE. Bon, bah écoutez, voilà, hein, 45 minutes, c'est pas mal pour un exercice de ce type. Hein. Donc on vous remercie d'avoir été là et puis on essaiera de développer ce type de session assez courte et interactive. Donc on essaiera plus interactive dans le futur sur des sujets associés au signalement qui nous permettent d'échanger avec vous sur un certain nombre de points et de partager vos visions. Donc merci à tous. Christophe, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'était effectivement un galop d'essai qu'on avait restreint initialement aux praticiens en hygiène parce qu'on s'était dit que c'était une thématique qui concernait peut-être plutôt les CH, les CHU, les grosses structures où sont présents des praticiens en hygiène. Mais on proposera probablement des sessions pour les équipes d'hygiène, incluant les cadres de santé, infirmiers, hygiénistes à l'avenir en fonction des thématiques. Voilà. Et puis dans les rendez-vous à venir, j'ai évoqué tout à l'heure notre journée de réseau du 29 novembre, donc qui est ouverte à l'ensemble des professionnels en hygiène des établissements de santé. Juste vous rappeler aussi qu'il y a une journée hygiène et santé mentale qui est organisée à Poitiers le 13 novembre aussi. Donc pour ceux que ça intéresse, vous êtes les bienvenus à Poitiers, et puis vous avez l'agenda de toute façon qui est accessible sur le site du CEPIAS. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci à tous. On vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt. Au Bonne journée revoir. à tous. Au revoir.